Bonjour, cette capsule vidéo s'adresse tout particulièrement aux étudiantes et étudiants inscrits en technique d'éducation à l'enfance du Cégep de l'Outaouais. Donc, l'atelier microbiologie et immunologie se déclinait en deux capsules vidéo. Donc, lors de la première capsule, on a présenté les différents types de micro-organismes et plusieurs exemples de maladies qui pouvaient affecter les enfants ou les adultes aussi. Donc, dans cette deuxième partie, on va regarder, comme on le voit à l'écran présentement, ce qu'est la chaîne épidémiologique, comment les infections se transmettent, comment on peut les contrer avec des produits nettoyants et des bonnes techniques d'hygiène de base. Et aussi, on va terminer en présentant, disons, un résumé de ce que peut faire le système immunitaire pour aider la personne et aussi comment les vaccins peuvent aider à prévenir certaines infections. Donc, si on regarde la chaîne épidémiologique, dans le fond, ce qu'il faut comprendre là-dessus, c'est que pour qu'une infection se transmette, on doit réunir les différents éléments qui sont là. Donc, à la base, ça semble assez évident, on a besoin d'un agent pathogène. Donc, on a besoin d'un micro-organisme pathogène qui va venir dérégler le système, par exemple, immunitaire ou qui va déjouer les défenses, dans le fond, du système immunitaire de la personne. Donc, ça peut être des bactéries, des protozoaires, des mycètes, des virus, etc. Ces micro-organismes-là vont se retrouver à quelque part. Le réservoir, ça peut être une autre personne, donc ça peut être l'être humain, ça peut être le sol, ça peut être l'eau, ça peut être dans les aliments, ça peut être dans des animaux, ça pourrait être aussi certains moustiques. Donc, les micro-organismes vont être à quelque part dans notre environnement. Si c'est chez l'humain, ben, il doit y avoir une porte de sortie. Est-ce que ça sort par la bouche, par le nez, par l'urine, par les selles, par le sang? Donc, par où le micro-organisme sort, par exemple, d'un être humain pour par la suite être transmis à quelqu'un d'autre? Justement, ce mode de transmission-là, si ça sort par la bouche et ou par le nez, est-ce que le mode de transmission, c'est les grosses gouttelettes? Est-ce que ce sont les aérosols? Parce qu'il y a une différence entre les deux. Quand je tousse ou j'éternue, je vais sécréter de grosses gouttelettes. Parfois, ça prend de grosses gouttelettes pour qu'un micro-organisme soit vraiment projeté dans l'environnement. Tandis que certains micro-organismes, surtout certains virus, comme la rougeole par exemple, peuvent être transmis par simple aérosol. Donc le simple fait par exemple soit de respirer. Okay? Donc les micro-gouttelettes vont être suffisantes pour amener le virus avec elles. Donc d'autres types de modes de transmission, bien, il y a les ITSS, infections transmises sexuellement ou par le sang. Ça peut être par un vecteur, donc un insecte, un arthropode. Ça peut être par les matières fécales aussi. Donc, beaucoup de gastroentérites, par exemple, vont être transmises de cette façon-là. Donc, ça peut être un mode de transmission aussi par contact direct. On touche la peau de quelqu'un qui est contaminé, par exemple, par le virus molluscum. Donc, le contact peau à peau fait en sorte que le virus, dans ce cas-ci, peut être transmis d'une personne à l'autre. Donc, contact direct, personne à personne ou par objet interposé aussi, ce sont des modes de transmission. Maintenant, par où entre le micro-organisme? Donc, par exemple, les virus respiratoires, ben, je vais devoir souvent les inhaler par le nez, par la bouche. Certains micro-organismes peuvent aller aussi au niveau de mes yeux. Et nos larmes, on ne s'en rend pas compte, mais il y a un petit conduit dans le coin de notre œil qui, dans le fond, envoie les larmes en surplus au fond de notre gorge. Donc, parfois par nos yeux, le virus pourrait se déposer dans nos larmes et on pourrait par la suite l'avaler une partie, mais il y a une partie qui pourrait quand même être déviée, on va le dire comme ça, vers les voies respiratoires, puis on pourrait contracter une infection virale par les larmes. Donc, porte d'entrée les yeux, le nez, la bouche, encore une fois, relations sexuelles, peut-être la porte d'entrée, que ce soit les organes génitaux, l'anus, peu importe. Drogue injectable, porte d'entrée à travers la peau, par exemple, pour certains micro-organismes qui sont transmis par des piqûres d'insectes. Donc, il y a plein de portes d'entrée différentes. Et ça semble évident aussi, pour qu'une infection se transmette, ben, on doit avoir des hôtes qui sont réceptifs. Donc, des personnes qui vont, dans le fond, être infectées par le virus et qui vont en permettre la propagation, la multiplication. Par exemple, quelqu'un qui serait vacciné contre une infection X n'est pas nécessairement un hôte réceptif. Ou si quelqu'un est déjà immunisé, donc si un micro-organisme, par exemple, comme moi, j'ai déjà eu la varicelle, le virus de la varicelle entre en moi de nouveau,
je ne suis pas nécessairement un autre réceptif parce que le virus pourrait ne pas avoir la chance de se développer parce que je suis déjà immunisé contre ce virus-là. Puis il y a des gens, pour plein de raisons différentes, peuvent être, on va dire, immunisés de façon naturelle contre certains micro-organismes parce qu'ils n'ont pas les protéines réceptrices à la surface des cellules là, pour être infectés, mais ça, c'est un petit peu plus technique. Donc ça, c'est la chaîne épidémiologique. Et souvent, quand on veut limiter, contrer la propagation d'une infection, il faut agir sur un ou plusieurs de ces chaînons de la chaîne épidémiologique. Je vais donner un exemple très, très, très précis. Là. Quand on le vit encore un peu, là, mais la COVID-19, okay, on agit beaucoup, okay, par exemple, sur les modes de transmission, portes d'entrée et autres réceptifs. Okay? Par exemple, on demande aux gens de porter un masque. On va demander aux gens qui sont malades de rester à la maison. On va empêcher les rassemblements. Donc, on limite si je pourrais dire, la disponibilité d'autres réceptifs pour le virus. Donc, en empêchant des gens de se rencontrer, on limite la présence d'autres réceptifs comme ça. Donc, la transmission des maladies infectieuses, il y a plusieurs façons. Le contact direct. Okay? Avant la COVID, rappelez-vous l'époque où on se serrait la main pour se dire bonjour. Donc, c'est un contact direct, donc peau à peau. Quand on embrasse quelqu'un, que ce soit des baisers sur la joue ou embrasser un petit peu plus intensément là, notre amoureuse, notre amoureux, ou quelqu'un qui nous plaît, tout simplement. Donc, contact direct de cette façon-là. Contact indirect, bien, on peut avoir des objets interposés. Je prête un crayon à quelqu'un, quelqu'un boit à la même bouteille que moi, au même verre que moi. Donc, contact indirect, juste les poignées de porte, des objets que l'on touche. Dans le fond, on touche à un objet, on y dépose des micro-organismes, puis quelqu'un par la suite touche le même objet et se contamine. Vous comprenez le principe. Je donne d'autres exemples, les infections qu'on peut contracter là, en mangeant, par exemple, de la nourriture qui est contaminée. Donc, si quelqu'un n'a pas les mains propres, prépare de la nourriture, on peut se contaminer comme ça. Des insectes, okay? Des mouches, là, qui le beau temps revient. Donc, si on a des mouches qui sont dans l'environnement, qui vont se déposer sur votre pique-nique, sur le repas que vous avez préparé au barbecue, donc ces mouches-là ont peut-être été sur des matières fécales avant, okay? Ou peu importe où elles ont été, il y a peut-être des micro-organismes qu'elles transportent aussi. Divers objets, encore une fois, contact indirect, les brosses à cheveux, poignées de porte. Là, c'est un petit peu intense, mais quelqu'un qui subit une chirurgie, okay, pourrait subir une infection de cette façon-là. On voit ici une image, là, quelqu'un qui éternue. Regardez la quantité de gouttelettes que ça propulse. Donc, là, c'est ça, on est en COVID-19, on porte des masques, mais éternuer ou tousser sans masque, il faut vraiment prendre l'habitude de tousser dans le creux de son coude pour limiter justement la propagation. Donc, le mode de transmission dans ce cas-ci, là, les gouttelettes. Donc, si on tousse dans un tissu, on tousse dans notre coude, bien, on limite la propagation des gouttelettes. Là, j'essaie de voir si j'en ai oublié, là. Donc, gouttelettes, inhalation, ingestion, relations sexuelles, les piqûres, ça peut être piqûres d'insectes, ça peut être des drogues injectables, transfusion sanguine. Heureusement, c'est beaucoup moins fréquent avec les contrôles que l'on fait. Là, quand on donne du sang, par exemple, on s'assure qu'il n'y ait pas, ou pas très peu, qu'il n'y ait pas de micro-organismes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bon, si on a touché des objets, il y a des micro-organismes dans l'environnement, donc on veut en diminuer la quantité le plus possible. Donc, on peut utiliser divers produits nettoyants, désinfectants dans notre environnement. Donc, en fonction de ce que vous avez à portée de la main, il y a plusieurs solutions, plusieurs produits que l'on peut utiliser. Le plus simple, du savon et de l'eau. Donc, physiquement, on va retirer des micro-organismes de l'environnement, que ce soit le simple lavage des mains ou laver des surfaces avec du savon et de l'eau, ça va faire l'affaire. Vinaigre et de l'eau, solution maison économique. Okay? Le vinaigre a une activité antimicrobienne si on ne le dilue pas trop. Okay? Donc, il faut avoir une certaine concentration, mais somme toute, c'est un produit qui peut être efficace. L'eau de Javel aussi. Okay? L'eau de Javel, c'est quand même assez puissant, donc il faut faire attention justement pour bien le diluer, parce que si c'est trop concentré, ça pourrait être dommageable pour votre peau, vos yeux, etc. Mais c'est un désinfectant qui est très puissant, donc on va pouvoir l'utiliser. Et les fameux produits là, du commerce. Okay? J'ai nommé Lysol et Clorox. Ces deux produits-là font souvent leur publicité en stipulant que leur produit peut tuer jusqu'à 99,9% des germes, okay? Des bactéries, des virus. Ils ont le droit d'écrire ça sur leurs produits parce qu'ils ont fait des tests
en milieu contrôlé. Donc, ils ont testé leurs produits sur des micro-organismes spécifiques et des quantités spécifiques de micro-organismes aussi. Donc, ça joue. Et ça, c'est une chose importante, ils laissent agir le produit un certain temps. Parce que bon, moi, le premier, quand je fais du ménage à la maison, puis j'ai une bouteille en vaporisateur comme celle-là, donc je vais vaporiser la surface, puis quelques secondes après, je vais essuyer la surface avec un linge. Mais normalement, on devrait laisser agir le produit pour que chimiquement, il altère les micro-organismes. Donc, si vous avez le temps, par exemple au CPE, donc vous nettoyez, je ne sais pas moi, les salles de bain, toilettes, peu importe, donc on peut vaporiser le produit sur les surfaces, laisser agir 15 à 20 minutes, faites autre chose en attendant et revenez essuyer par la suite. Ça va être beaucoup plus efficace parce que chimiquement, ça va avoir agi sur les micro-organismes. Tandis que lorsqu'on vaporise et que rapidement on essuie, c'est pas mal plus un nettoyage mécanique où on retire avec le chiffon les micro-organismes. Donc, si on veut vraiment les tuer, il faut laisser agir un petit peu plus. Un produit qui est de plus en plus utilisé, ça commençait déjà avant la pandémie de COVID-19, mais on l'utilise encore plus, je dirais, ce sont les lingettes au peroxyde d'hydrogène accéléré. Donc, peroxyde d'hydrogène, c'est déjà une substance antimicrobienne, mais avec ces lingettes-là, on va l'utiliser un peu partout, là, dans les cliniques d'hygiène dentaire, on l'utilise, à l'hôpital, on peut l'utiliser, dans les ambulances, au cégep, on va les utiliser dans certaines circonstances, et dans les centres de la petite enfance aussi, on pourrait nettoyer par exemple les tables à langer, diverses surfaces là, qui sont souvent touchées par les enfants. Puis comme je disais, les tables à langer, les environnements où on change les couches, eh bien ça peut valoir la peine d'utiliser des lingettes comme celle-là qui vont avoir une bonne efficacité antimicrobienne sur les surfaces. Puis souvent, ça va permettre une certaine protection pendant un certain temps là, par la suite. Pour les mains, okay, c'est sûr que dans un monde idéal, si on a accès à un lavabo et à du savon, c'est la meilleure façon de faire. Ça va retirer physiquement les micro-organismes, que ce soit des virus enveloppés, non enveloppés. Vous pouvez faire un petit retour dans la première capsule là, quand on explique la différence entre les virus enveloppés et non enveloppés. Mais savon et de l'eau, ça enlève tout. Les antiseptiques à base d'alcool, je vais donner l'exemple du Purell, mais toute autre marque, c'est correct. Puis souvent, c'est des concentrations d'alcool de 60 à 70 %. C'est les concentrations les plus efficaces. Donc, ces substances-là vont être efficaces, oui, contre certains micro-organismes. Par exemple, le virus de la COVID-19, de la grippe, sont des virus enveloppés et l'alcool présent dans ces substances-là va détruire l'enveloppe des virus, donc va les rendre inaptes à vous infecter. Donc, ça, c'est positif. Mais certains virus, par exemple, virus de la gastro comme le rotavirus, lui n'est pas un virus enveloppé et l'alcool va avoir beaucoup moins d'effet sur celui-là. Donc, dans un monde idéal, savon et de l'eau, mais parfois on n'a pas accès à un robinet, on doit faire quelque chose rapidement. Puis souvent, là, dans les commerces, les restaurants, pour l'entrée dans les écoles, etc., il y a toujours des bouteilles de substances antiseptiques à base d'alcool. Donc, on s'en met rapidement sur les mains, puis on peut limiter, disons, la transmission d'infections comme ça. Pour l'hygiène respiratoire, habituons les enfants à prendre ces bonnes habitudes-là, justement. Donc, les habituer à prendre les bonnes habitudes. Donc, on tousse dans le creux du coude. Ça, c'est peut-être une chose là, importante, quand on utilise un mouchoir. Okay? Donc, on tousse, on éternue dans le mouchoir ou on se mouche quand on a un rhume ou quoi que ce soit. C'est important, okay, après avoir jeté le mouchoir, de se nettoyer les mains. Donc, que ce soit avec un gel antiseptique ou avec de l'eau et du savon, il faut le faire. Parce qu'en vous mouchant, il y a des virus ou des bactéries qui pourraient aller sur vos doigts. Et là, si vous touchez les objets, même s'il y avait un mouchoir entre votre nez et vos doigts, ça peut traverser quand même. Okay? Donc, il faut se laver les mains par la suite. Puis, c'est sûr, les masques. On va avoir pris l'habitude de mettre des masques quand on est malade avec la COVID-19. Puis moi, j'espère que c'est quelque chose qui va rester après la pandémie. Donc, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, lorsqu'on prendra le transport en commun, lorsqu'on ira travailler ou à l'école, si on a des petits symptômes de rhume ou quoi que ce soit, portons un masque. Okay? Ce serait des bonnes habitudes à prendre. Il ne faudra pas pointer du doigt et dire que les gens sont hypochondriaques ou qu'ils ont peur de tout. Non, il faudrait prendre l'habitude et le voir comme un geste pour protéger les autres. Je suis malade, je dois quand même me déplacer, donc pour protéger mes concitoyens, si je dois prendre l'autobus, je vais mettre un masque pour protéger ces personnes-là. Donc les masques devront ou devraient demeurer quelque chose d'important dans la société pour protéger les autres. Puis ensuite, donc, une fois que, ou si jamais des gens tombent malades, donc on peut les traiter, les soigner. Donc pour les infections bactériennes, on va avoir des antibiotiques. Pour les infections
à mycètes ou à champignons. Donc, on va avoir des antifongiques. Pour les vers, comme on le voit ici, okay? Donc des anti-helminthes ou anti-helminthiques. Le Combantrin, qui est un médicament pour lutter contre les oxyures. Donc, vous avez un petit problème avec des vers au niveau du tube digestif. On peut prendre un comprimé de Combantrin et ça va tuer, paralyser les vers qui seront éliminés par la suite. Il y a certains antiviraux aussi qui existent. C'est beaucoup plus rare, les antiviraux. Souvent, les virus, on doit s'en débarrasser, je vais dire, nous-mêmes. Donc, on doit avoir un système immunitaire qui est assez fort pour les éliminer. Et souvent, ce qui est en vente libre, les médicaments, là, lorsqu'on a un rhume ou une grippe, ce sont souvent des médicaments qui nous aident à contrôler un petit peu les symptômes. Donc, on prend des médicaments contre le mal de gorge, contre le nez qui coule, contre le nez bouché, contre les maux de tête, contre la fièvre. Mais comme tel, le virus n'est pas affecté par ces médicaments-là. C'est vraiment notre système immunitaire qui, petit à petit, va faire le ménage. C'est sûr qu'il y a certains antiviraux qui existent et qui fonctionnent bien, mais c'est quand même pas la majorité. Un antibiotique souvent qu'on n'a pas besoin de prescription d'un médecin, c'est les onguents ou les gouttes de type polysporin pour des infections soit de conjonctivite ou des infections bénignes de la peau. Donc, par exemple, si un enfant se blesse, éraflure, donc on pourrait nettoyer la plaie, puis appliquer un petit peu de polysporin là, pour éviter que la plaie ne s'infecte. Puis vous avez aussi là, un antiviral, je l'ai nommé, là, relativement connu, l'Abreva. L'Abreva, dans le fond, va être efficace pendant, dans le fond, l'éruption du feu sauvage, donc de l'herpès labial ou buccal. Donc, ce médicament-là, si j'en mettais tous les jours, ça ne changerait pas grand-chose. Le médicament va être utile seulement quand le virus se multiplie activement. Donc, une fois que je commence à sentir là, que le feu sauvage s'en vient, je peux commencer à en mettre et ça devrait réduire la quantité de virus qui seront produits. Donc, ça devrait réduire, disons, l'impact du feu sauvage ou sa grosseur, quoi que ce soit. Puis, pour les blessures, c'est important de bien panser, donc mettre un pansement sur la plaie pour éviter une surinfection. Donc, on veut protéger la peau qui est à vif. Donc, on met un pansement, ça empêche justement des micro-organismes, bactéries, virus de tomber dans la plaie et de causer d'autres types de problèmes. Ici, c'est une photo de mon garçon, juste pour vous montrer. Okay? Parfois, on veut traiter une infection. Donc, dans ce cas-ci, Jonathan avait une infection respiratoire due à une bactérie, donc une pneumonie ou quelque chose du genre. On lui avait administré un antibiotique de la famille des pénicillines, ce qu'on appelle les bêta-lactames, mais après une journée ou deux, déjà on voyait là, si vous voyez au niveau de ses yeux, de son visage, des plaques rouges qui apparaissaient. Donc on a appelé le médecin, on a arrêté la prise de pénicilline, mais malgré l'arrêt du médicament, 2-3 jours plus tard, okay, on voyait les conséquences de cette prise de médicament-là, donc des plaques partout sur son corps. Il n'était pas misérable, il n'avait pas l'air de souffrir, c'était juste un petit peu visuellement difficile à regarder, là. Mais somme toute, on a dû faire des tests par la suite pour vérifier s'il avait encore ses allergies. Donc on a fait des tests là, avec un pédiatre là, qui a fait des tests d'allergie sur son avant-bras pour voir s'il réagissait encore à la pénicilline. Quand on a vu qu'il ne réagissait pas ou très peu, on est allé à l'hôpital et il a bu de la pénicilline sous supervision médicale là, au cas où quelque chose se serait produit. Mais somme toute, il semble bien aller maintenant. Mais si on a des médicaments alternatifs, ce n'est pas un médicament que l'on donnerait à mon fils pour éviter justement tout problème ou réaction allergique qui pourrait être très grave. Donc maintenant, la section immunologie et vaccination comme telle. Donc, vous pouvez mettre la capsule sur pause et essayer de penser quels sont les termes, les expressions qui vous viennent en tête quand on parle d'immunologie. Donc, mettez pause et revenez là-dessus. Donc, le système immunitaire, sans entrer dans les détails, okay, il y a deux grandes catégories de cellules immunitaires ou de molécules immunitaires. On a ce qu'on appelle la réponse innée. Donc, tout ce que vous voyez ici, ce sont des cellules immunitaires qui font partie de votre corps, qui vont répondre toujours avec la même force et toujours avec la même, on va dire, vitesse ou lenteur à une infection. Que ce soit la première ou la 20e fois que vous êtes infecté par un micro-organisme, les cellules que vous voyez là, souvent des phagocytes, donc des cellules qui mangent les cellules étrangères, donc elles vont réagir à une certaine vitesse. Mais là où je veux en venir, dans le fond, je vais vous expliquer là, les vaccins. Donc, ce qui nous intéresse, c'est pas mal plus ce que l'on voit ici, la réponse immunitaire acquise. Ces cellules-là, lors d'un premier contact avec un micro-organisme, elles vont garder en mémoire ce micro-organisme-là, et lors d'un deuxième, troisième, quatrième contact, elles vont réagir plus vite et plus fort, en raison de ce qu'on appelle la mémoire immunitaire.
Donc, les lymphocytes B, ou les cellules B, ce sont les cellules qui produisent les anticorps. Les anticorps, ce sont des protéines qui aident à neutraliser les micro-organismes, les virus, entre autres. Puis les lymphocytes T, on a les cellules TCD4 et cellules TCD8. Cellules TCD4, dans le fond, c'est des cellules, c'est comme votre 911. Okay? Ces cellules-là, on veut qu'elles soient actives parce qu'elles vont avertir les autres cellules. Okay? Elles vont stimuler tout le monde, réveiller tout le monde pour que la réponse immunitaire se fasse bien. Donc, elles sont primordiales. Et, anecdote là-dessus, le VIH, ce sont ces cellules-là, les cellules TCD4 qui le tuent. Donc, vous comprenez, quand on a le VIH et qu'on développe le SIDA, syndrome d'immunodéficience acquise, c'est parce que le virus détruit les cellules TCD4. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on n'a plus de cellules TCD4? Bien, on est infecté par n'importe quoi, puis souvent des infections bénignes pour la majorité des gens deviennent mortelles pour ces personnes-là. Donc, les cellules TCD4 sont vraiment importantes. Puis les cellules TCD8, dans le fond, c'est des cellules particulièrement importantes pour les infections virales. Donc, quelqu'un qui a la COVID, qui a la grippe, qui a le rhume, les cellules TCD8 vont être très importantes pour aller tuer les cellules qui ont été infectées par un virus. Donc, ce sont des cellules vraiment importantes et ce sont elles que l'on veut stimuler lorsque l'on procède à la vaccination. Et quand on vous vaccine, c'est quoi qu'on fait? Okay? Quand on vous vaccine, puis là je vais le vulgariser parce qu'on pourrait en parler des heures, un vaccin, c'est que l'on simule. Okay? On joue un tour à votre corps, à votre système immunitaire, et on vous injecte quelque chose qui va ressembler au virus, à la bactérie originale. Donc, on vous injecte des particules, des morceaux du micro-organisme, ou plus récemment, on a développé une nouvelle technique là, avec les vaccins à ARN. Je ne vais pas embarquer trop là-dedans dans les détails, mais l'idée, c'est qu'éventuellement, c'est vous qui produirez les protéines virales. Mais bon, donc, si on regarde le petit schéma, je l'aime bien, il est simple. Là. Donc, si on a un micro-organisme actif, normalement, si c'est lui qui vous infecte en premier, vous allez être malade. Donc, vous allez avoir les symptômes de la maladie, vous allez idéalement en guérir, puis ça va être correct. Mais si on prenait ce micro-organisme-là et qu'on le rendait inactif, où on en prenait seulement des morceaux, et que c'est ça qu'on vous injectait, okay, qu'est-ce qui va arriver? C'est que votre système de défense, votre système immunitaire, va reconnaître les morceaux ou le virus, la bactérie inactive. Et lorsque le vrai micro-organisme va revenir, vous allez l'attaquer plus vite et plus fort. Donc, les chances sont que vous allez avoir moins de symptômes ou pas de symptômes du tout et vous allez avoir éliminé ce micro-organisme-là. Donc, par exemple, avec la crise de la COVID, c'est un petit peu ça. On était dans une course contre la montre pour la production d'un vaccin. Donc, les vaccins ont commencé à être administrés. Les gens qui en ont reçu, donc, ont développé des anticorps, des cellules B, des cellules T, CD4 et CD8, qui gardent en mémoire les protéines, dans le fond, qui ont été injectées lors de l'administration du vaccin. Et si le vrai virus arrive par la suite et que le vaccin a très bien fait son travail, la personne va attaquer le virus plus vite et plus fort. Parce que normalement, quand on est infecté par un virus, ça peut prendre de 1 à 2 semaines avant que notre système immunitaire s'active et élimine le micro-organisme. Mais quand on est vacciné, ça peut prendre seulement quelques heures, une journée ou deux max, et le virus est neutralisé. Donc, c'est plus rapide, pas de symptômes, pas d'hospitalisation, tout va bien. Et quand on parle de jeunes enfants, par exemple, vaccination contre la coqueluche, la rougeole, les méningites, ça peut sauver des vies. Donc, c'est vraiment important. Un problème malheureux que l'on voit, c'est le mouvement anti-vaccin. Donc, depuis, on va dire peut-être, depuis toujours, là, on s'entend là-dessus, là, déjà à la fin du 19e siècle, là, il y avait déjà des manifestations anti-vaccins contre la variole à Montréal, imaginez-vous, là, il y a de ça 130 ans. Là. Donc, c'est pas nouveau, mais là, ça prend beaucoup plus d'ampleur avec les médias sociaux qui relaient plein d'informations plus ou moins valables. Donc, c'est triste parce qu'il y a des gens qui ne font plus, par exemple, vacciner leurs enfants contre la rougeole parce qu'ils se disent « Pourquoi je serais vacciné contre la rougeole? Je connais personne qui a eu la rougeole. » C'est peut-être parce que, justement, les vaccins ont trop bien fait leur travail. On ne voit plus ces maladies-là, donc on ne sent plus le besoin de se faire vacciner. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, bon, la rougeole qui aurait pu être éradiquée par la vaccination revient en force. C'est un virus extrêmement contagieux. Okay? C'est même le virus peut-être le plus contagieux que l'on connaisse, le virus de la rougeole. 99% des enfants vont en guérir de la rougeole, mais il y a quand même un certain pourcentage qui va en mourir. Donc, c'est des maladies qui sont évitables si on procède au vaccin. Donc, c'est quelque chose à considérer quand vous avez des enfants
ou si des gens autour de vous ont des enfants et se posent des questions, bien, rassurez-les, dites-leur que les vaccins peuvent sauver la vie des enfants. Et la vaccination, c'est un acte social. Oui, si moi je me fais vacciner, je me protège moi. Mais je vais peut-être aussi protéger des gens autour de moi qui, eux, ne peuvent pas recevoir un vaccin. Parce que si autour de moi, il y a des bébés naissants de 0 à 2 mois, ils sont trop jeunes pour avoir un vaccin. Je pourrais avoir des personnes qui sont immunodéprimées. Je pourrais avoir des personnes qui sont atteintes du cancer. Je pourrais avoir des personnes qui prennent des médicaments là, contre l'arthrite ou peu importe. Donc, ces gens-là ne peuvent pas recevoir de vaccin, ou du moins les vaccins vont être beaucoup moins efficaces pour ces personnes-là. Donc, les personnes vulnérables dépendent de ceux qui peuvent recevoir le vaccin pour les protéger. Okay? Puis là, si vous regardez l'image qui est là, dans le fond, vous avez les personnages en bleu qui sont des personnes en santé mais non vaccinées, les personnes en jaune vaccinées et en santé, puis les personnes rouges pas vaccinées, malades, contagieux. Donc, si ici, dans l'image de gauche, j'ai beaucoup de personnes non vaccinées, j'ai une personne malade au centre, très rapidement, on va avoir beaucoup de personnes infectées. Donc ça, c'est un peu ce qui s'est passé avec la COVID, là, surtout au début de la pandémie, là, au mois de, on va dire, mars-avril, mai 2020, puis même un peu à l'automne 2020 aussi. Là. Donc, première, deuxième vague. Mais là, ce qui va se passer, si tout se passe bien, okay, avec la vaccination, donc il va encore avoir des cas de COVID, il va toujours avoir des cas de COVID. Cette maladie-là ne disparaîtra plus jamais. Là. Elle va toujours être présente, mais on espère qu'elle va provoquer moins de cas. Donc, j'ai une personne, supposons qu'elle a la COVID ici, entourée de personnes qui sont vaccinées, bien, le virus va se propager beaucoup moins rapidement. Il va peut-être se propager quand même, mais beaucoup moins rapidement et efficacement, et on va avoir protégé plein de personnes. Donc, c'est un acte social, la vaccination. Il faut le faire, oui, pour soi, okay, c'est quand même important de se protéger soi-même, mais de le faire pour les autres aussi. Donc, par exemple, encore une fois, vous avez un bébé naissant, il n'est pas vacciné parce qu'il ne peut pas, même si vous êtes pro-vaccin, il doit attendre un certain temps. Puis il y a des gens dans votre famille qui n'ont pas été vaccinés parce qu'eux ne croient pas à ça. Ils sont porteurs de la rougeole ou d'une autre infection, arrivent en contact, sont en contact avec votre enfant, lui transmettent la coqueluche, la rougeole ou peu importe, puis c'est votre enfant qui en subit les conséquences, qui tombe malade. On n'espère pas qu'il meure, mais c'est des choses qui sont possibles. Donc, ça serait dommage. Donc, c'est la responsabilité des autres de se faire vacciner pour protéger ceux qui n'en ont pas l'opportunité encore. Ou qui ne le peuvent pas. Encore une fois, il y a des personnes qui, génétiquement, n'ont pas de système immunitaire. Il y a des personnes qui, par exemple, prennent des médicaments pour ne pas rejeter leur greffe, des médicaments pour diverses maladies arthritiques. Donc, ça diminue l'efficacité du système immunitaire. Donc, ces personnes-là, si elles se font vacciner, le vaccin ne va pas stimuler une réponse immunitaire adéquate. Donc, on a un rôle à jouer pour protéger les autres. Puis là, vous allez entendre plein d'affaires sur les vaccins qui contiennent plein de produits chimiques. Il faut relativiser. Okay? Il faut avoir des notions de toxicité dans la tête. Je donne un exemple. Dans l'exemple de gauche, okay, on vous dit que dans la viale qui est là, ça contient 4000 produits chimiques différents et il y en a dans tous les corps humains, toutes les personnes de la Terre. On va retrouver, entre autres, de l'éthanol, de l'acétone, des corps cétoniques. On va avoir, je pense que c'est écrit quelque part aussi, là, du formaldéhyde, il était ici en haut. Plusieurs de ces produits-là, si vous regardez, faites une recherche là, sur un moteur de recherche Internet, ça va vous dire que ce sont tous des poisons. Formaldéhyde, acétone, ce sont tous des poisons. Mais ce sont des poisons s'ils sont utilisés en grande quantité, ou du moins dans un niveau de toxicité pour le corps humain. Mais là, si on prend le temps de tout lire ça ici, c'est quoi la substance qui est dans le tube? C'est du sang. Votre sang à vous normal. Dans votre sang, on retrouve de ces substances-là. Donc, il y a des gens qui vont vous dire « Ah, il y a telle chose dans les vaccins. » Oui, comme par exemple le formaldéhyde. Okay. Formaldéhyde, ça, c'est souvent un des produits que les anti-vaccins vont cibler. Mais le formaldéhyde, il est présent dans notre corps normalement. Il est présent dans les œufs normalement. Et même, là, dans l'image de droite, c'est ça, là, dans une pomme. Okay. En fait, du formaldéhyde, il y a 10 fois plus de formaldéhyde dans une poire bio, là, pas une poire arrosée avec plein de cochonneries, là, une poire bio. Donc, il y a 10 fois plus de formaldéhyde dans une poire que dans tous les vaccins que je pourrais recevoir pratiquement au courant de ma vie. Puis pourquoi il y a du formaldéhyde souvent dans les vaccins? C'est parce que certains vaccins sont faits à partir d'embryons de poulet, okay? Donc dans des œufs fécondés, littéralement, comme par exemple le virus de la grippe, on le fait se développer dans les œufs de poule.
Donc, les vaccins contre la grippe sont faits à partir d'œufs de poule. Puis dans les œufs de poule, il y a du formaldéhyde. Donc, c'est normal qu'on en retrouve dans le vaccin par la suite. Donc, oui, formaldéhyde, si j'en bois un verre, pendant que je bois mon verre de formaldéhyde pur, je vais être malade, je vais en mourir. Mais la quantité que je retrouve dans des œufs, dans une poire, ça ne me tue pas. Je veux dire, je me nourris de poires, d'œufs et d'autres aliments qui en contiennent. Donc, il y a toujours la notion de toxicité qu'il faut comprendre. Okay? C'est pas vrai que... Je vais donner un autre exemple. Tiens, du chlore. Okay? Si j'ai du chlore pour ma piscine, là, puis je mets ça dans un verre d'eau, puis je le bois, c'est sûr que je meurs. C'est sûr. Mais en même temps, du chlore, pas pur, mais j'en mets sur mes œufs, sur mes frites, puis dans mes aliments. Du sel de table, la formule chimique du sel de table, c'est NaCl. Il y a du chlore là-dedans. Okay? Et pourtant, on ne meurt pas quand on rajoute du sel à nos aliments. Donc, il y a toujours une question de toxicité, de dosage qui fait en sorte qu'un produit peut être, oui ou non, mortel. Autre exemple, j'en ai parlé 2 secondes ici, là, l'éthanol. Okay? Donc, l'éthanol, c'est une forme d'alcool. C'est de l'alcool peut-être que vous consommez sous forme de bière et de vin. Donc, c'est une molécule chimique. En trop grande quantité, ça peut être toxique. Mais il y a aussi le fait que si on disait que c'était du méthanol, c'est un atome de carbone de différence. Okay? La molécule d'éthanol et de méthanol. Mais le méthanol, lui, peut être gravement toxique, puis l'éthanol, un petit peu quand même moins. T'sais, on peut consommer quand même de l'éthanol, bière, vin, tout ça, sans être intoxiqué au point d'être malade. Ça dépend de la quantité que vous buvez, là. Mais si vous buvez raisonnablement, un peu d'alcool, ce n'est pas nécessairement la fin du monde. Mais du méthanol, ça serait toxique. Donc, il faut comprendre la chimie, la biochimie de tout ça avant de pointer du doigt certaines substances retrouvées dans les vaccins, parce que souvent, ces substances-là, on les retrouve ailleurs. Donc voilà, okay, juste pour vous montrer là, certains liens intéressants, par exemple, là, les vaccins pour enfants et adolescents au Québec. Donc, vous pouvez aller voir là, sur la page du gouvernement du Québec, le programme d'immunisation québécois. Donc, quels sont les vaccins que l'on suggère chez les enfants, puis à tel âge, tel âge, tel âge. Vous pouvez aller voir aussi l'Agence de santé publique du Canada pour avoir de l'information sur les vaccins. Okay, information sur la COVID, sur ce que sont les vaccins, comment ça fonctionne. Donc, allez voir des sites comme ceux-là pour avoir de l'information sur les vaccins. Allez pas voir une vidéo louche d'un bonhomme étrange là, sur YouTube, là, dans le fond, un peu comme moi je fais. Okay? Donc, je mets mes capsules sur YouTube, mais il y a quand même des gens qui n'ont pas de connaissances dans le domaine et qui font toutes sortes de vidéos chocs un petit peu débiles. Donc, faites attention à ça. Ce lien-là, okay, je vous invite à aller le voir. C'est intéressant parce que ça raconte l'histoire okay, de tout ce qui s'est passé quand un médecin ou un ancien médecin, il a perdu son titre de médecin, là, donc M. Wakefield, en 1998, a publié un article scientifique dans lequel il faisait un lien entre les vaccins et l'autisme. Tout ça a été démenti. Il a été poursuivi pour fraude. Il a fraudé, dans le fond, le système de santé parce qu'il voulait obtenir un peu d'argent dans le processus. Donc, avec des familles là, qui ont poursuivi les compagnies pharmaceutiques et tout. Donc, tout était truqué. Ce n'était pas des vrais résultats. Les résultats étaient basés sur des souvenirs. Et son enquête était faite seulement sur 12 familles, okay, 12 enfants. Donc, c'est très, très, très restreint comme groupe. Et des études européennes et en Scandinavie ont été faites là, sur des... en fait, on le dit ici, là, 537 000 enfants. C'était au Danemark. Donc, on a fait une étude, c'est pas mal plus poussé là, quand tu fais 1 demi-million de tests versus 12 familles. Là, okay? Et on a démontré qu'aucun lien n'existait entre le vaccin ou les vaccins et l'autisme. Oui, il y a un nombre de cas qui augmente d'autisme. Il y a peut-être quelque chose environnemental qui existe. Et même jusqu'à un certain point, il y a des études qui tentent à démontrer que l'autisme, l'augmentation des cas d'autisme serait liée à une infection du bébé en bas âge. Donc, imaginez, là, on pourrait peut-être prévenir éventuellement l'autisme par un vaccin. Ça serait quand même assez spectaculaire comme revirement. Mais bon, vous pouvez aller voir ce petit infographique-là. C'est intéressant. Donc, ça démontre okay, que malgré le fait que ça fait 20 ans qu'on a démenti l'étude de Wakefield, il y a encore des gens qui croient à ça, puis c'est extrêmement malheureux. Ensuite, il y a des liens là, vers des vidéos, d'autres vidéos YouTube. Donc, sur cette vidéo-là, moi, je vous invite à aller voir des vidéos comme celle-là qui expliquent bien diverses infections, divers problèmes de santé. Vous avez la page, là, c'est, je ne sais pas comment le prononcer, là, Kyrgyzstan in a nutshell. Il y a plein d'informations là-dessus sur plein de maladies. Ça peut être très intéressant. C'est souvent en anglais, malheureusement, mais
Il y a plein d'informations pertinentes là-dessus, puis c'est bien expliqué. Puis ici, bon, je ne le montrerai pas, mais c'est un reportage de John Oliver, qui est un humoriste, un journaliste humoriste, on va le dire comme ça, là, qui fait des reportages sur la vaccination. Donc, c'est intéressant. Fait que vous pouvez faire une recherche sur YouTube, là, John Oliver Vaccines, puis vous allez tomber là-dessus. Donc, voilà. Ça complète les 2 capsules sur la microbiologie et l'immunologie. J'espère que vous avez appris un truc ou 2 là-dessus. Je laisse mes coordonnées. Si vous voulez me poser des questions, mon courriel pour les étudiants du Cégep de l'Outaouais, vous pouvez m'envoyer un Mio à Patrick Filion. Et vous êtes déjà sur ma capsule vidéo, mais vous pouvez aussi trouver beaucoup d'informations sur plein d'autres sujets. Si vous voulez plus d'informations sur les vaccins, j'ai plein de capsules plus poussées là-dessus là, sur ma page YouTube. Donc, je vous invite à aller jeter un coup d'œil là-dessus. Bonne fin de journée.